Alors, on va commencer. Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour depuis São Paulo. Il fait un peu frais aujourd'hui au Brésil. Euh, il y a l'hiver qui est à la porte, mais nous avons le cœur en chaleur de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Maria Clara Araújo. Je suis responsable donc des partenariats chez BFF et je suis ravie. Et j'ai le privilège et l'occasion d'être dans cet espace avec vous et de partager cet espace avec des féministes noires ainsi- euh, qui sont donc des figures de proue dans les politiques féministes noires. Et ce forum a commencé timidement. Et c'est une opportunité pour nous retrouver avec le mouvement avec lequel nous travaillons et aussi de partager les perspectives, les stratégies et leurs connaissances qui sont très pertinents pour les moments que nous traversons. Et c'est précisément dans ce contexte que nous avons pensé à la nécessité donc de tenir cette session qui se passe dans un contexte marqué par une militarisation accrue. Et la thématique d'aujourd'hui porte sur la militarisation dans les Amériques et dans les Caraïbes. Et il y a donc des interventions sous des formes multiples, aussi bien au niveau macropolitique qu'au niveau micropolitique dans nos interactions de tous les jours. Je parle depuis le Brésil, un endroit où l'année passée était donc protagoniste dans une situation donc qui s'est passée dans la ville de Rio de Janeiro où il y a eu donc l'assassinat de plus de 100 personnes qui était donc une question politique et cela a été défendu par des partis politiques. Et donc, c'est de ce contexte-là que nous parlons. Nous parlons donc des régions qui sont marquées par une militarisation accrue, ainsi que des endroits où les mouvements féministes noirs sont en train donc de construire des alternatives en Colombie, au Brésil, à Haïti, aux États-Unis, en Honduras, en Guatemala, au Mexique. Et donc, notre débat d'aujourd'hui va porter en avant ces questions, non seulement les défis, mais surtout les alternatives et nos projets. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter et notre modératrice, Bridget, elle va se présenter et elle va faciliter donc cette conversation aujourd'hui. Et donc, Bridget est née et a grandi à Baltimore. Elle est responsable, elle est une figure de proue de la philanthropie donc depuis plus de 10 ans. Elle est aussi une ancienne boursière de PFF. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Bridget Melbourne. Je vous appelle depuis New York aujourd'hui où il fait un peu euh, frais. Et donc, j'ai été donc une boursière de Black Feminist Fund de 2024-25 et je suis actuellement consultante pour Funders for a Just Economy. Et aujourd'hui, je vais nous présenter nos oratrices qui vont partager leurs perspectives avec nous aujourd'hui. Comme vous le savez, donc, dans les Amériques et dans les Caraïbes, il y a toujours des effets dévastateurs de la militarisation accrue. Et nous voulons voir dans quelle mesure est-ce que les communautés noires sont à l'avant-garde de la création d'alternatives. Et je vais vous présenter donc nos oratrices du jour. Nous avons Jessica Moreno. Donc, elle est originaire de
de Colombie et elle a donc un background afro et de la diaspora. Jessica, vous pouvez vous présenter? Bonjour et bienvenue à cette conversation sur les relations et l'analyse. Nous allons euh, parler donc du contexte et je vais vous présenter le travail que nous faisons et nous allons vous parler de comment est-ce que nous nous débattons pour nous libérer de la militarisation. Bienvenue donc à toutes et nous allons tenir cette conversation ici. Merci, Jessica. Je vais passer donc à Nathalie Vilgren, qui est activiste. Euh, Elle est féministe d'Haïti et de Canada et elle est cofondatrice de l'organisation qui s'appelle Marie-Jean et c'est une organisation féministe communiste dirigée par des jeunes de Haïti. Son travail se situe à la croisée du développement communautaire, de la gouvernance et de la justice de genre. Nathalie, vous avez la parole. Merci, Briché. Bonjour tout le monde, je suis Nathalie Villecrin, je suis cofondatrice et coordonnatrice générale de Marie-Jeanne. On est une jeune organisation féministe basée en Haïti. Merci beaucoup de vous être déplacé aujourd'hui, d'être là avec nous pour cette conversation. Merci, Briché. Merci beaucoup, Nathalie. Ensuite, nous avons Jamie Swift, qui est fondatrice d'une organisation donc de féministes noires et elle est aussi donc activiste pour le féminisme au niveau du mouvement qui s'appelle Women Radicals. Je suis ravie d'être là et je suis reconnaissante qu'on ait cette conversation et je suis ravie d'être accompagnée de payantes féministes noires qui arrivent à sortir la tête de l'eau malgré donc les effets dévastateurs. Merci beaucoup. Enfin, et non des moindres, nous avons Sophia Marcia qui est donc du Fonds d'action d'urgence pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Elle est co-directrice exécutive du Fonds d'action d'urgence de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et son militantisme et son travail s'inscrivent dans une perspective féministe et antiraciste. Sophia, bonjour. Je suis Sophia Marcia, je suis d'Honduras et je suis tellement ravie donc de partager cet espace avec des collègues et, et nous sommes des alliés, mais nous sommes aussi des complices et je suis tellement ravie qu'on puisse continuer de bâtir ensemble et de continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va maintenant aller dans la conversation. Juste un rappel pour nos oratrices, vous avez 5 minutes et sinon, serai obligée donc d'intervenir pour vous demander de conclure. Et on va commencer avec Jessica. Euh, Jessica, en Colombie et aussi en Amérique, nous savons que les communautés noires sont les plus impactées par la militarisation et il y a beaucoup de déplacements. Donc, je suis curieuse d'en savoir plus sur la manifestation et l'impact de la militarisation. Alors, j'ai l'honneur donc d'être dans ce panel et, et j'espère que les 5 minutes vont me suffire, mais si je déborde, il faut me signaler. Vous savez, la violence coloniale n'a jamais cessé et elle se poursuit dans la période postcoloniale.
Et comme vous le savez, donc, nos pays sont objets de militarisation comme de façon historique, hein. Et nous vivons dans ces territoires-là à cause de ce qui se passe. Et ces pouvoirs-là, donc, en fait, c'est l'héritage colonial qui est inclus dans la macropolitique. Donc, c'est eux qui définissent qui est digne de quelque chose, qui sait ou qui mérite. Et bien sûr, tout cela a, et c'est quelque chose qui se passe jusqu'à présent. C'est en fait l'héritage colonial, ce qui se passe dans notre pays et dans d'autres pays. Et donc, il y a des, mais malgré que tout cela, il faut aussi mentionner la façon dont non seulement cela a créé une conversation de reconnaître ces groupes armés ainsi que les principaux coupables de cette militarisation ainsi que les différents pouvoirs en présence. Nous sommes en train de montrer aussi comment est-ce que ils font, ils introduisent la guerre. L'ennemi était à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et ils ont commencé à voir des gens spécifiques et nous disons que ils nous ont toujours ciblés. Donc, il y a quelque chose qui se passe, qu'on voit qui se passe en Afrique et la militarisation qui se basée sur l'industrie de l'huile et aussi qu'est-ce qui se passe en Colombie. Et on voit que le trafic qui se passe au Colombie et la militarisation dans des places différentes. Donc, on doit mentionner ça en particulier parce qu'il y a des femmes noires et aussi, pas surtout les femmes noires, mais toutes les choses qui se passent qui engendrent cette structure. Donc, aujourd'hui, on parle d'une mobilisation de la vie aussi, ça nous fait regarder d'autres horizons parce que là, on voit la possibilité et peut-être on va avoir une monde différente. Donc, ça nous aide à mobiliser la vie et on mettre tout au centre et on le voit dans le perspective politique que après tout ça, c'est pas une narrative, mais c'est un exercice qui nous donne de regarder une structure coloniale et aussi la militarisation, comme ça se passe aujourd'hui au Venezuela et aussi aux États-Unis. Comme il y avait une militarisation et ça nous donne une réponse à cet exercice de contrôle. Donc, c'est un exercice qui se matérialise basé sur la militarisation. C'est vraiment un clé parce que, et ça, l'indépendance politique, et là, on parle de la liberté. Et parfois, il y a des choses qui restent et le colonialisme qui reste aussi. Donc, c'est le base où ils décident qui vivent et qui vivent pas dans les territoires. Donc, juste pour dire en petite, je veux dire qu'on parle de la militarisation, on doit parler de les régions qui sont toujours les entités aussi que aujourd'hui où on a la mobilisation des communautés et on doit mettre la vie au centre parce que dans ce territoire, il y a un objet. La militarisation, c'est ce qu'ils font, ça met des conflits et aussi les situations politiques d'insécurité. Donc, si on voit cela, on voit que la militarisation est quelque chose qui se passe globalement, donc c'est très important pour nous parce que ça nous montre comment c'est très important, même si toutes choses qui se passent partout, mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent, les minérales. Donc, on voulait juste dire que la militarisation
et ça donne l'insécurité aussi. C'est un projet politique et colonial. Donc, la surveillance des gens est aussi, parfois, ça condamne au moins quelques personnes. Donc, il y a des gens qui résistent toujours. Donc, la militarisation, la condamnation aux morts dans les communautés noires, ça existe. Donc, dans cet exercice qui est vraiment important pour nous, pour voir que le colonialisme, jusqu'à maintenant, ça existe. Donc, c'est les moments vraiment importants qu'aujourd'hui, on voit la vie comme un exercice à arrêter la criminalisation et la mort. Donc, on doit se souvenir que aujourd'hui, on doit considérer aux tables toutes les conversations que nous dit que la colonisation, c'est le pouvoir et aussi que historiquement et aujourd'hui, dans tout ce qu'on voit et dans les pouvoirs qu'on voit, on voit que le colonialisme, ça continue et toutes choses coexistent ensemble, pas surtout dans le perspective noire, mais dans toutes les perspectives. Donc, on doit se rappeler des conversations de militarisation, des surveillances et aussi sur les personnes noires mortes. Donc, je vais laisser le mot ici et je vais remercier tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Quelque chose qu'elle a dit que m'a tenu au compte, c'est l'impérialisme qui décide qui vit et qui ne vit pas. Donc, c'est une chose qui nous rappelait que cette conversation, c'est très important parce que nos vies sont opérées. Donc, la prochaine personne, c'est Nathalie qui va parler. Je sais qu'il y a une histoire d'impérialisme au Caraïbes, mais parce qu'il y a des interventions qui viennent de l'étranger et on voit que les États aux Caraïbes et aussi les barrières aux régions, comment vous voyez que les gens aux Caraïbes construisent quelque chose contre la militarisation? Merci beaucoup, Brigitte. Premièrement, je voudrais commencer par rappeler ce que nous assistons aujourd'hui dans la Caraïbe, c'est pas quelque chose de nouveau. La région a historiquement a été militarisée et utilisée vraiment comme un corridor stratégique pour faire avancer certains agendas militaires, des agendas impérialistes et utilisée aussi comme un véritable laboratoire sécuritaire. Jessica l'a dit dans son introduction, nous aussi, comme femmes noires dans les Caraïbes, on vit cette militarisation parce qu'elle se traduit aujourd'hui par une réduction, par exemple, des espaces civiques, une surveillance accrue, y compris des surveillances numériques, ainsi que, si on peut dire, la criminalisation des mouvements sociaux et dans certains pays. Et je pense que, comme haïtienne, c'est extrêmement important de rappeler que on a, comme en Haïti, une longue histoire et de résistance, de solidarité. Haïti est vraiment un exemple particulier dans la mesure où on a eu des missions internationales, la remobilisation militaire et surtout la dépendance croissante aux réponses sécuritaires internationales. Donc, on s'entend que le mode opératoire a toujours été, on déstabilise d'un côté pour ensuite proposer des missions de stabilisation de notre côté. Donc, on peut voir comment la militarisation est souvent présentée comme une solution sécuritaire à des crises qui sont parfois des crises politiques, sociales ou encore historiques. Et je rappelais tantôt le cas d'Haïti. Pour moi, en tant que jeune féministe, c'est important aussi de rappeler comment cette militarisation a des effets genrés. Par exemple, lorsqu'on a eu la mission kenyenne il y a
Et l'année dernière, il y a des organisations féministes, des organisations de la société civile, de droits humains qui n'ont pas voulu cette force kenyenne sur le territoire haïtien. Pourtant, on a vu les résultats des violences sexuelles et on a eu on voit aussi des survivantes qui probablement n'auront jamais accès à une justice. Et je pense que pour répondre directement à la question, c'est extrêmement important de construire une solidarité caribéenne et qui exige parfois qu'on dépasse les barrières linguistiques, qu'on dépasse les barrières coloniales ou encore géopolitiques qui continuent de fragmenter ce que nous, on a comme agenda. Pour moi, c'est extrêmement important aussi qu'on crée des espaces d'échange entre organisations communautaires, ce que nous, on le fait déjà au niveau de nos organisations. Et en tant que jeune, je pense que c'est important de faire ce travail de mémoire collective, de comprendre, non seulement de documenter, mais de transmettre aussi comment ces occupations, comment cette militarisation a continué de façonner nos vies et les conséquences sur les générations. Donc, je pense aussi qu'on ne peut pas parler de la question de sécurité uniquement à travers les armes, uniquement à travers les questions de surveillance, mais c'est aussi de regarder toute la question de justice sociale, de soins, de droits humains, mais aussi d'éducation. Donc, je vais m'arrêter là. Merci, Brigitte. Merci beaucoup, Nathalie. Je vois que l'idée d'avoir des espaces où on échange, c'est très important pour continuer à bâtir les liens aussi contre la militarisation parce que toutes les choses qui sont à l'opposé de qu'est-ce qu'on est en train de bâtir. Donc, c'est important de mettre un emphasis sur cela et aussi avoir des communautés et avoir des liens et du partage de connaissances. La prochaine personne, c'est Jamie. Je suis curieux à entendre que les féministes noires sont toujours contre la militarisation et la violence des États. Donc, aux États-Unis, c'était une voix importante, mais l'administration qu'on a maintenant est hors du pays. Je veux entendre le rôle que les mouvements féministes sont en train de jouer globalement et contre cette militarisation. Merci beaucoup. Je voulais dire d'abord merci pour cette conversation parce que particulièrement, on a beaucoup de personnes, on a vu beaucoup de personnes blanches et que sont concernées par cette militarisation qui augmente. Donc, j'étais là que je me disais que nous, les Noirs, on est toujours contre la militarisation de l'esclavage, la colonialisation, de l'impérialisme. Donc, c'est que la présence de la militarisation, c'est le changement climatique, c'est aussi la pacification, c'est le racisme environnemental et la surveillance. Comme Nathalie et Jessica en parlaient déjà, c'est une prestation des personnes indigènes et on voit que ça nous rappelle pendant son temps, les personnes, on disait l'autoritarisme, mais c'est quoi pour nous? On sait tout ça déjà. Donc, maintenant, on voit une militarisation qui augmente, l'oppression de nos mouvements. Je pense Nania avec des Maroons. Jessica, qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Que dans chaque moment, on voit les colonialistes et les militarisations et des mouvements que toujours ils nous suppriment. Donc, on a la résistance et on sait que la militarisation, c'est dans l'esclavage. Donc, on voit ça dans le contexte aux États-Unis, au Brésil.
où mon recherche, c'est que les patrons d'esclavage étaient des personnes blanches qui faisaient ça et le militaire est venu de là aussi et la police aussi, ça venu de là pour mettre en esclavage les Africains. Donc, on voit comment cette violence, c'est en lien avec, après le qu'on a vu aux États-Unis, on a vu des personnes qui ont migré au Brésil. Donc, on voit que la suprématie blanche sont en lien en toute seule. Donc, même nous, on doit s'organiser quand on pense des féministes noirs, des mouvements des féministes noirs partout qui s'organisent contre la militarisation en Sud-Afrique, l'apartheid au Sud-Afrique et aussi la violence contre les femmes noires. Je pense dans le monde où les femmes étaient pensées comme une organisation des femmes noires, mais ils se voyaient comme des femmes avec d'autres femmes marginalisées partout dans le monde. Donc maintenant, je dis que l'Alliance des femmes, comme il disait, comme femmes noires aux États-Unis, on sait déjà c'est quoi la militarisation, on est un pas de cette militarisation, c'est ce que ça veut dire pour nous. C'est-à-dire que pour nous, la responsabilité, c'est de résister et aussi dedans et dehors. Donc, je pense à Mago Osakawa, une personne fondatrice qui était passionnée par supprimer la militarisation dans l'Afrique et partout. Donc, je voudrais en mettre l'importance. Que ce soit sur le continent africain, dans les Caraïbes, en Europe, ou aux États-Unis, ou dans les Amériques ou dans les Caraïbes, nous avons toujours fait ce travail et nous allons continuer à le faire. Et je voudrais finir avec un discours par Audre Lorde qui s'appelle Sister by the Heart. Elle a fait un discours en 85 et je me suis toujours posé la question en tant que personne qui s'oppose à l'habilitation, aussi bien ici aux États-Unis qu'ailleurs, parce que c'est notre responsabilité et notre mandat. Elle a dit ceci. La, la sororité dans la survie exige que les femmes africaines et américaines, c'est quoi la citoyenneté? C'est quoi être une citoyenne d'un pays où les gens sont positionnés du mauvais côté de tout ce qui se passe? Et je pense que dans mon cas, je me pose toujours la question de savoir quelle est ma responsabilité dans la résistance. Et cela inclut l'éducation, ça implique que les féministes noires soient en train de bâtir la solidarité et reconnaître cela. Si je vais m'arrêter là en reconnaissance là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a tellement de bonnes réflexions ce matin, cet après-midi. Je voudrais vous remercier. Et comme vous l'avez si bien dit, les Noirs ont toujours vécu dans ces contextes-là et ont toujours résisté à la violence. Et je suis ravie de savoir qu'il y a tellement de gens dans le monde qui euh, naviguent dans tout cela. Et il y a tellement de façons de le faire et le tout, c'est de commencer à temps. Et merci beaucoup. Maintenant, je vais passer dans une autre direction et maintenant, je vais poser ma question à Sophia. Sophia, vous co-dirigez une institution de financement qui s'engage à soutenir les mouvements féministes noirs, y compris donc les féministes et y compris les féministes noirs qui interviennent face aux crises et gèrent les répercussions. La lutte contre la militarisation est souvent l'une des raisons pour lesquelles les nombreux féministes noirs sont persécutés dans leur pays. Est-ce que vous pourriez nous dire le type d'infrastructure qu'il faut ainsi que les stratégies dont les militants ont besoin pour assurer leur sécurité ainsi que le rôle que les bailleurs de fonds peuvent y jouer? Tout à fait. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais commencer par vous remercier pour cet espace parce que
ces espaces ont toujours eu la puissance, le fait donc d'écouter des gens de différentes parties du monde et de parler donc de thématiques aussi importantes et l'impact qui permet aux gens qui vivent dans ces espaces-là de résister. Et je voudrais parler donc en tant qu'activiste. Nous avons toujours travaillé donc contre la militarisation dans les Caraïbes et il y a un leadership des femmes sur les questions de genre et, et c'est un univers qui bâtit des stratégies pour pouvoir confronter la militarisation et nous avons des réponses diverses, mais il y a beaucoup de diversité dans les stratégies. Mais malgré tout cela, certaines infrastructures, euh, en fait, proviennent des anciens temps. Donc, on regarde par exemple les groupes comme les Palenques. Quelque chose qui est très important, étant donné qu'ils ont des sponsors, et on ne sait pas s'ils ont des sponsors ou pas, nous n'avons pas la réponse. Parce que ceux qui ont la réponse, tous, dans les Caraïbes et dans les Amériques, les personnes qui détiennent les réponses et ces stratégies-là doivent être utilisées. Et la meilleure stratégie, les stratégies qu'on peut réellement appeler les stratégies, ce sont les stratégies qui proviennent de mouvements dont les leaders sont des femmes noires ou des féministes noires. Et quand on travaille dans des espaces collectifs de communautés qui ont différents projets sur lesquels on travaille et qui travaillent contre la militarisation, et cela permet de mettre en place des politiques stratégiques et il est important donc de mettre en commun les stratégies qui fonctionnent avec les mouvements pour nous permettre de maintenir tout ce que nous faisons et cela assure qu'on peut trouver donc un refuge dans les situations diverses auxquelles nous sommes confrontés. On a aussi donc le soutien de la communauté. Ce n'est pas toujours complet, mais ce genre de stratégie, par exemple, une de ces organisations peut être puissante ou avoir des infrastructures puissantes dans les communautés, pour les projets communautaires et collectifs. Et nous, nous avons toujours pris soin aussi donc du bien-être émotionnel et physique à cause de toutes les douleurs. Et il y a la survie culturelle qui est un aspect sur lequel nous travaillons. Et c'est quelque chose que je voudrais mettre en exergue ici. Il faut défendre les territoires ainsi que les gens qui sont du mouvement et tout en nous battant pour la justice climatique, pour le recouvrement donc, de nos territoires ancestraux qui ont toujours appartenu aux communautés noires. Et pour confronter la militarisation, il faut qu'on soit aussi dans ces espaces-là. On voit aussi une autre façon où on peut travailler contre cela, c'est on voit dans les zones de Garifuna, par exemple, où on voit ce sur quoi ils travaillent et leur infrastructure, s- les communautés ainsi que les collectifs, leur stratégie juridique, leur communication aussi, c'est quelque chose sur lequel ils ont travaillé. Et c'est très diversifié. Et notre rôle, c'est de tirer parti de cela. Et il faut aussi tenir compte des personnes qui sont en charge des finances. Et parce qu'il est important de mettre un emphase sur leur rôle. Parce qu'il faut s'assurer que les organisations peuvent travailler sur leur propre stratégie et à leur propre façon. Et en ce moment, le problème qu'il y a, c'est les financements. Et les philanthropes doivent être courageux malgré la terreur et la peur
pour mettre ces ressources-là à disposition. Et il faut avoir le courage et travailler sur nos structures pour assurer que nos voix, les voix de nos communautés du mouvement, pour que tout le monde soit visible et on peut aussi tirer profit de la diversité des manières dont on peut interagir pour tenir compte pour créer ces alliances-là. Et c'est sur cette base-là qu'on peut bâtir une résistance sur le long terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophia. Et ce que vous avez dit résonne tellement dans ma tête. Et je veux mettre un exergue, par exemple, l'importance en fait de tels espaces où les gens peuvent venir ensemble pour pouvoir parler et aussi parler aux bailleurs pour que les gens comprennent que il est important que les activistes continuent leur travail. Et donc, merci beaucoup d'avoir mis cela en exergue. Je reconnais aussi qu'il faut des ressources et donc il faut qu'on continue d'investir dans la stratégie, la communication et donc, pour cela, il faut mettre en place les ressources nécessaires pour nous permettre de continuer le travail. Et on va continuer de se battre pour ces ressources-là. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à notre deuxième série de questions et je vais rappeler donc notre audience, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On va y répondre vers la fin de la session. Et maintenant, je vais revenir à Jessica. Jessica, à travers l'Amérique latine, les féministes noires se sont réappropriés le concept de buen vivir comme une alternative à la militarisation croissante de la vie. L'année dernière, plus de 300 000 personnes ont participé à la marche des femmes noires au Brésil. Elles ont appelé cela elles ont appelé au buen vivir en tant qu'horizon pour notre avenir collectif. Pourriez-vous nous expliquer comment est-ce que le buen vivir est un principe aussi important pour les féministes noires en Amérique latine? Merci. Je voudrais vous dire merci. Je vais commencer par parler donc de buen vivir. C'est une thématique très importante pour les féministes noires. Et on demande tout le temps aux féministes noirs, buen vivir. En fait, c'est un terme indigène des communautés que nous sommes appropriés aujourd'hui pour faire progresser. Et quand on regarde le terme buen vivir sur le temps, ça ça se fonde aussi sur les scénarios communautaires. Parce que c'est, c'est- il y a d'autres expressions qu'on peut voir, telles que Coreas. On a commencé comme acuerdo, comme constitution, c'est-à-dire que ça fait partie de la constitution. Euh, Et la même chose s'est passé en Colombie. Et donc, on comprend que ce type de projet, on, l'a- ce n'est pas nouveau pour nous. Et cela appelle au fait que beaucoup de gens aillent au buen vivir. Et en ce sens que on parle de buen vivir, il faut qu'on ait une structure économique et politique en place. Et cela se met ensemble avec d'autres conversations qui tirent de nos ancêtres et cela nous permet de bâtir des mouvements qui nous permettent de travailler de façon stratégique. Et c'est en ce moment qu'on a commencé donc à parler de buen vivir. Et dans ce principe-là, en tant que féministes noires, nous y avons réfléchi de tellement de façons. Et, et donc, ça provient donc des communautés ainsi que les mondes possibles. Et c'est des choses qui existaient, mais c'est très loin donc des féministes blancs. Et buen vivir est, la violence basée sur le genre sont tout ce que les femmes noires sont censées vivre. Et donc, c'est pour cela que buen vivir est toute notre façon pour nous de comprendre la terre, une autre façon de comprendre la communauté
Donc, c'est vraiment une structure différente. Et historiquement, Buen Vivir permettait donc d'organiser les communautés par territoire et ça met en place toutes les structures avec tout ce qu'il faut faire, avec toutes les politiques à l'intérieur. Donc, c'est un visuel différent qui est différent donc de la période coloniale où le buen vivir était mal interprété. Donc, il faut de la cohérence parce que c'est l'assurance que les femmes noires travaillent sur cela depuis tout ce temps. Et à certains moments, nous en parler comme quelque chose de lointain, mais c'est une réalité parce que c'est quelque chose qui est déjà ancré dans les territoires. Et il faut reconnaître que l'accumulation ne doit pas ignorer l'exploitation des territoires et la terreur de Dieu aussi. Et quand on regarde cela dans cette perspective-là, Buen Vivir provient de l'idée que, ancienne de l'accaparement des terres où il y a en fait l'individualisme. Mais ça parle donc de la compétence à réfléchir en tant que communauté. Et les moments sur lesquels nous insistons, c'est que la défense du territoire est non seulement la défense donc de nos corps, mais aussi de nos conditions. Et c'est ça qui va permettre en fait de vivre. Et cela est important parce que le buen vivir doit être en lien avec ces personnes qui ne sont plus présentes. Ça peut être sur la question des justices climatiques. Et donc, on a travaillé sur toutes ces structures-là pour parler donc du buen vivir. Et c'est ce moment-là que nous avons et ça doit être la principale réflexion et c'est quelque chose qu'on doit toujours amener sur la table. Comment se fait-il de faire qu'on a des infiltrations et comment est-ce qu'on est dégoûté de ces mauvaises manières de faire? Le manque de documentation des pratiques noires ils se sont appropriés ces pratiques-là et les formules anciennes. Et cela est maintenant centralisé. Et il faut aussi comprendre que les féministes noires, les personnes noires, j'aimerais parler des personnes noires parce que ce n'est pas seulement une question des noirs. Nous, Ça nous avons nous a fait soutenir permis, les territoires de la philosophie de Buen Vivir et aussi qui est en lien avec les Hutu et d'autres philosophies. Donc, ça existe à cause des personnes noires. Donc, Buen Vivir, c'est une manière de résister à la militarisation parce ils ont donné la militarisation qui a contaminé ça et c'est une contradiction parce que c'est pas de la même exercice. Donc, les idées indigènes et aussi, c'est important parce que c'est une autre manière d'appropriation et de l'appropriation culturelle qui est weaponisée et aussi par exemple, en Équateur, ils ont fait ça, c'est un exercice pratique. Donc, l'État a introduit la bonne vivre dans la constitution politique et, et ils ont basé ça sur les projets de la constitution. Donc, par exemple, il y a un projet que était faire au Airbnb comment l'économie d'Yajara pouvait se développer et on commença que un concept de bon vivre. Donc, c'est une contradiction totale. Donc, on doit parler comment ils sont en train de prendre des territoires colonialisés à Djadjala. Par exemple, ça implique qu'on doit avoir des conversations de comment
on peut adresser Buen Vivir dans les territoires colonisés. Donc, les personnes noires, on parle de cela et aussi, mais d'une perspective blanche qui est entrée dans les territoires. Ma maman a disait ça, que si vous savez que tout ce qui se passe dans les territoires, vous pouvez la délivrer. Mais parce que la délibération, c'est externe, donc la bonne vivre, ça part dans tous les sens. Donc, on a besoin d'une perspective politique, une approche politique qui nous aide à comprendre comment ça veut dire avoir des structures de bon vivre. Est-ce qu'il y a des idées toutes qui touchent le colonialisme et bon vivre? Donc, on doit aussi parler des personnes qui ont les structures, la marche des femmes. Donc, il y avait une réflexion de comment les femmes noires parlent de bon vivre et qu'est-ce qu'on dit comme les femmes noires, qu'est-ce qu'on dit vraiment sur bon vivre, parce que ça va nous enforcer à soutenir les conversations qui sont pas confortables et aussi parfois les gens peuvent pas voir que il y a des perspectives différentes. Donc, je peux parler toujours, mais je pense qu'on doit avoir clairement l'idée, penser clairement parce qu'on est dans les temps d'élection. Par exemple, l'année passée, dans les élections, il y avait un grand racisme. Donc, on voit que ça donnait aussi les conversations de Buen Vivir et aussi la Buen Vivir était prise par les mouvements oppresseurs. Donc, ça a ramené la transformation constitutionnelle et aussi qui a ramené des changements dans la Constitution et aussi l'appropriation des philosophies des femmes noires parce que l'État colonial était en train d'être partagé avec le colonialisme. Donc, ce pouvoir colonial, ça condamne les personnes au mort. Et le pouvoir colonialiste et Buen Vivir, ça prétend à nous dire qu'est-ce que semble la progression pour nous, pour les communautés. Donc, toutes les personnes de communauté ont pris le territoire de leur vie et de cette philosophie comme tout. Donc, on doit mentionner tout le monde et à la fin de journée, on doit les arrêter. Donc, on doit arrêter qu'ils prennent nos philosophies de bon vivre. Merci beaucoup et c'était très bien qu'est-ce que vous avez souligné et aussi les mouvements qui sont en corruption qu'on a vu partout dans l'histoire et on devait se souvenir de cela. Merci de toutes les choses que vous avez partagées sur le concept de bon vivre et être conscient de toutes les corruptions qui se passent. Donc, merci de savoir sur tout ça et de se centraliser les expériences des femmes noires. Et prochainement, on va parler à Nathalie. Je suis curieuse d'entendre de vous parce que Haïti a vu la militarisation et on a vu la violence. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus comment s'occupe la place des Caraïbes dans le contexte de militarisation mondiale? Merci, Briché. En fait, j'écoutais Jessica parler tantôt de la marche et ça m'a rappelé comment cet événement était historique, stratégique et aussi symbolique pour nous comme femmes noires. Je voudrais prendre le temps pour remercier les mouvements féministes noirs du Brésil de nous avoir permis de prendre part à cet événement historique. Retour à ma question maintenant. Euh,
Je pense, Brigitte, que les Caraïbes occupent une place stratégique et extrêmement importante dans le contexte de militarisation mondiale, même si cette réalité est souvent invisibilisée. Donc, comme j'expliquais tantôt, historiquement, la région a toujours été utilisée comme un espace de contrôle géopolitique, mais également militaire par les grandes puissances, que ce soit à travers les occupations, les bases militaires, le contrôle des routes maritimes et ou encore les interventions étrangères à n'en plus finir. Donc, cet espace a longtemps été considéré comme une zone non seulement à utiliser, mais aussi à surveiller et contrôler. Et aujourd'hui, cette logique continue sous différentes formes. Donc, quand on regarde les crises migratoires, les crises politiques, le trafic maritime qui serait en ce moment, mais aussi les catastrophes climatiques. Donc, on comprend comment ces réponses sécuritaires et militaires pourquoi ils sont priorisés plutôt que des approches centrées sur des questions de justice sociale. Donc, je pense aussi qu'il est important de rappeler et d'essayer de comprendre aussi comment la militarisation ça ne touche pas uniquement, ça ne touche pas les régions de la même les différents pays de la même manière, par exemple. Ici et en Haïti, on a un héritage colonial et racialisé et il y a certains territoires et populations qui sont constamment sous des menaces. On les voit en fait comme des menaces plutôt que des peuples à soutenir essayer de projeter la question de solidarité. Et c'est souvent le cas ici pour nous en Haïti. Donc, je pense qu'il est extrêmement important comme peuple caribéen qu'on ne reste pas isolé. Donc, que ce soit qu'on reste pas seulement, qu'on n'utilise pas seulement les questions de barrières linguistiques et politiques qui continuent vraiment de fragmenter les régions. Parce qu'on est en Haïti, on est un pays francophone. Généralement, on n'a pas accès à des espaces où ces politiques sont souvent discutées et parfois négociées entre certains pouvoirs. Donc, je pense que en tant que peuple caribéen, qu'on parle français, on parle anglais ou encore l'espagnol et certaines langues autochtones, nos réalités sont profondément liées. Et j'aime beaucoup parler de la question de solidarité régionale parce que je pense que pour moi, on ne peut pas parler de liberté d'un peuple si on ne regarde pas la question de la solidarité comme pièce maîtresse ou centrale dans ce qu'on fait. Donc, je pense que comme organisation communautaire, mouvements sociaux, syndicats ou encore jeunes militants, on a vraiment besoin de co-construire des réponses collectives entre nous d'abord. Et c'est pour ça que comme membre du réseau féministe binational pour la justice raciale, on essaie de créer des espaces d'échange et de dialogue entre la République dominicaine et Haïti pour faire en sorte que les réponses collectives qu'on envoie face à cette militarisation est un travail qui reflète vraiment le contexte et la réalité de ce que nous sommes, les réalités de ce que nous sommes en tant que peuple. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup aussi d'avoir parlé de travailler contre ces barrières linguistiques et aussi les barrières géographiques et aussi de travailler ensemble contre la militarisation. Je voulais juste vous apprécier pour avoir parlé de cela parce que c'est très important quand on parle qu'est-ce que ça signifie travailler contre la militarisation dans ces régions globalement. Donc, prochainement, on a Jamie. Je voulais juste entendre de vous
quand vous parlez de la solidarité transnationale entre les mouvements féministes, est-ce que vous pouvez parler de ce que vous avez appris de ces processus de solidarité transnationale et aussi on a parlé et entendre Nathalie a parlé de cela déjà et je suis curieux à entendre de vous comment vous pensez que c'est important. Donc, merci beaucoup pour cette question importante et je pense qu'on est toujours des étudiants du féministe noir et aussi de nos ancêtres. Je pense que je pense à beaucoup de personnes et la personne qui était demandée son identité comme une personne américaine noire, mais elle a dit que son identité, elle était des personnes dans tout le monde. Donc, comme je pense à Jim Jordan et ses pratiques de solidarité dans les États-Unis aussi, il était d'origine caribéenne et c'est ce que ça veut dire d'être en solidarité et comment elle a dit la solidarité de Palestine et aussi son voyage en Allemagne, en Asie, aux îles Pacifiques, et elle avait une politique transnationale. Donc, tout mon travail est inspiré par eux et pour tous qui ont laissé pour nous. Dans la pratique, par exemple, de mariage au Maroun, je pense que c'est très important comme une stratégie politique contre la militarisation. Et d'abord, j'avais vu ce concept de mariage, mais aussi je voulais souligner que Béatrice a mentionné dans son interrogation de Kimombo, c'est pas une statue historique, mais ça continue dans les femmes noires. Donc c'est ça que particulièrement on a besoin maintenant. Parce que même si les mauvaises choses se passent, les génocides au Soudan, DRC, Congo, on a vu beaucoup de gens sont morts au Trinidad et Tobago. Nos leaders noirs sont en train d'être corrompus. Donc, on les a votés, mais maintenant, ils sont en train de faire d'autres choses. Je pense que les moments clés des Poulenques et des Maroun me rappellent en fait de l'imagination radicale de nos ancêtres. Et toutes ces personnes différentes ont pu imaginer un nouveau monde malgré l'esclavage. Et je pense donc que quand j'y pense en tant que dans mon travail au sein de Black Women Radicals, je me dis qu'on peut provenir de différentes régions, mais on peut le faire ensemble. Et je voudrais aussi, une personne qui m'a réellement radicalisée, c'est Marianne Franco. Et je me rappelle quand elle a été assassinée, et je me rappelle de la conférence où elle parlait de son travail. Mais le jour, la veille de son assassinat, et une amie à moi, qui s'appelle Barbara, qui est féministe noire, qui est donc du Sud, a parlé à Mariali, mais elle n'a pas pu parler donc en portugais, mais elle lui a parlé en anglais. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous que de converger dans ce sens-là? Maria Limina a été en mesure de parler l'anglais malgré que nous ne pouvions pas parler de portugais du Brésil, mais on était ensemble. Et donc, pour moi, c'est la stratégie politique de l'imagination pour les droits et aussi la lutte, le combat. Comment est-ce que nous rallions nos difficultés, nos différences pour faire les choses ensemble plutôt que ça ne nous divise? Et je me rappelle qu'en novembre passé, j'étais honorée d'être au Brésil pour voir l'organisation de ces femmes féministes noires époustouflantes qui ont organisé le Buen Vivir. Et j'ai fait partie donc de la deuxième série d'organisations donc des femmes
euh, euh, noire du Brésil qui s'est passée ici aux États-Unis. Et cela a permis, en fait, de bien centrer le féminisme noir ici aux Amériques et dans les Caraïbes. Et cela me rappelle beaucoup des Moroni et des Quilombo. Et donc, pour moi, on doit s'accrocher à notre imagination et Black Women Radicals, notre imagination. Moi, je me dis que je pense que on doit se concentrer là-dessus parce que quand les gens arrivent à prendre notre esprit, ils prennent tout. Nous sommes des grains et nous sommes très bien ancrés et je vais m'arrêter et je vais conclure sur ces mots-là. Merci beaucoup, c'est tellement puissant. Et oui, il faut qu'on vive avec notre imagination. Et oui, et c'est justement, c'est pour ça qu'on est reconnaissant donc au BFF de nous mettre ensemble avec, malgré les barrières linguistiques. Et, et donc, c'est important qu'on continue donc de travailler ensemble pour bâtir ce futur que nous voulons. Je vais conclure notre série de questions avec Sophia. Sophia, j'aimerais que vous nous disiez, la plupart des mouvements féministes noirs s'attaquent aux crises et ont tendance à considérer la prise en charge collective, la bienveillance, comme une pratique essentielle pour garantir le bien-être de ceux et celles qui cherchent à transformer les contextes difficiles. Est-ce que vous pourriez présenter, donc, nous dire qui comprend également, à notre audience qui inclut les bailleurs de force, ce concept-là de soins collectifs, de prise en charge? On parle de prise en charge collective. Nous ne parlons pas de quelque chose qui, qui, on ne parle pas de quelque chose que les féministes noirs ne font pas, en fait. Il s'agit de, des stratégies collectives, des communautés qui se passent déjà, que nous connaissons déjà, que les organisations mettent en place, que les organisations ont aussi tout fait pour maintenir dans leurs actions et dans leurs réponses pour s'épanouir, ainsi que de façon temporaire, hein, mais sur le long terme. Et on l'a toujours vu dans les communautés noires. Il est important de le dire parce on est là à parler de soins, mais c'est pas nouveau, de bienveillance. Nous avons, c'est, le mot soin ne vient pas de loin. Parce que nous comprenons en tant que pratique, en tant qu'élément clé pour avoir une justice durable. La bienveillance est importante pour cette justice. Ce n'est pas une justice qu'on attend de la part des États, mais c'est une justice où les communautés noires et les mouvements noirs ont déjà rendu possible. Nous savons que ces soins collectifs, ces stratégies de bienveillance ont toujours été là, les pratiques de protection que les politiques mettent en place pour faire face à des situations. Et cela a toujours marché depuis des centenaires. La connexion à la mer, la connexion spirituelle aux ancêtres, les rassemblements qui garantissent euh, euh, de- pour le fait de se retrouver ensemble pour des soins collectifs sont tous importants pour des mouvements, notamment quand on est confronté à la militarisation. C'est pour cela que il est important qu'on garde cela à l'esprit. Ces pratiques existent et ont toujours existé et il est important pour nous, en tant que bailleurs, qu'on garantisse que des ressources touchent les mouvements pour qu'ils puissent continuer à mener ces actions-là. En tant que bailleurs, parce que souvent les bailleurs ne comprennent pas les concepts de soins, de prise en charge. Ils ne comprennent pas pourquoi les organisations ont on, ils comprennent pas les besoins des organisations. Ils peuvent comprendre, par exemple, les voyages ou les cérémonies. Mais il faut qu'on les amène à comprendre l'implication politique des soins pour garantir que les mouvements peuvent être confrontés à la militarisation de façon plus sereine. Et donc, pour cela, il faut donner l'argent. Et donc,
fait confiance au mouvement, on se montre courageux. Il faut aussi comprendre que pour que cela permet en fait de casser les dynamiques de pouvoir. Et donc, il faut nous assurer que les ressources vont dans le travail pour les soins collectifs. Et il faut que les bailleurs aussi comprennent que nous ne remplaçons pas le mouvement. Nous devons comprendre que les soins collectifs ne sont pas un résidu. Il faut comprendre que les soins sont des calculs de pratiques qui ont toujours été en existence depuis des centenaires. Et il faut aussi qu'on travaille dessus et pour amener la justice. Et c'est ça notre rôle en tant que bailleur. Il faut qu'on alloue des ressources pour arrêter les pratiques qui précarisent les vies des gens. Et pour garantir cette dignité, malgré la militarisation, il faut qu'on s'assure que les mouvements ont les ressources. Et donc, pour cela, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ressources pour les soins collectifs et que ces ressources-là sont transformées en guérison, en soins. Et parce que et les communautés noires sont au centre de cela. Et ce sont des pratiques de quilombo, les rassemblements, les pratiques de rassemblement sur les principes de quilombo. Et aujourd'hui, ces pratiques-là sont là, ce sont des pratiques ancestrales. Donc, permettez-nous de nous retrouver. Santa Dias Negras, les Palenkas font partie de tout cela. Cela a permis aux féministes noires de tous les continents de tout le continent de se rassembler pour l'imagination donc des féministes noires. Et je pense que ces espaces-là permettent aux mouvements et aux communautés d'affronter la militarisation et ces pratiques-là maintiennent aussi l'autonomie. Et notamment quand on sait que c'est le contexte dans lequel actuellement. Donc, mon message aux bailleurs qui ont des rôles dans la philanthropie, c'est c'est une invitation à comprendre, c'est une invitation à davantage comprendre ce que c'est que de maintenir les soins collectifs dans un contexte de militarisation. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Sophia. C'était une très belle façon de conclure tout cela. Et certaines choses que je retiens, c'est l'une des idées, c'est de ne pas laisser donc les barrières nous empêcher de travailler ensemble, de travailler côte à côte. Et il faut qu'on priorise les soins et ça, c'est quelque chose que les bailleurs ont besoin de mieux comprendre et d'y accorder plus d'attention pour que les mouvements bénéficient de meilleurs soutiens et que les réponses répondent à leurs besoins. Et en tant que personne noire et féministe noire, nous avons toujours été là avant, même si le monde pense que nous sommes nouveaux, nouvelles, nous, c'est pas nouveau pour nous. Et nous étions là depuis longtemps et on va continuer d'être là. Et merci beaucoup à tous d'avoir partagé toutes ces réflexions. Et je vais maintenant lire quelques questions et chacune d'entre vous y apportera la réponse qu'elle veut. Vous pouvez choisir la question à laquelle vous décidez de répondre. Donc, ma première question, comment est-ce qu'on peut euh, ju- juger ou qualifier donc le courant actuel de ce qui se passe avec les États-Unis et Israël dans le monde? Il y a donc un sentiment donc au sein des communautés noires que les choses qui se passent actuellement en Palestine et sont des problèmes auxquels les immigrants sont confrontés. Et donc ça, c'est la première question. La deuxième question, je suis donc c'est pour le Brésil. Est-ce que quelles sont les stratégies que vous pensez qu'on peut utiliser pour pouvoir
minimiser la militarisation? Troisième question. Pendant qu'on s'organise par État, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de mieux nous organiser au-delà des frontières? Et dernièrement, enfin, s'il y a question, en tant comment est-ce que les membres de la diaspora peuvent soutenir le plaidoyer international? Donc, vous pouvez répondre à n'importe laquelle des questions. Je vous écoute. Ouais, je savais que vous alliez vous poser cette première question. Alors, je pense que la question concernant les factions des États-Unis qui se demandent qu'est-ce qui se passe en Iran, en Palestine et au Liban n'est pas de notre responsabilité. Mais je pense que provient de factions nord-américains. On, on est donc de différentes idéologies politiques, mais je pense que pour les personnes noires qui ont historiquement montré cela, et les féministes noirs ont toujours montré la solidarité avec les Palestiniens. Il y a des Palestiniens noirs, il y a des Libanaises noires. Dans toutes ces communautés, tous ces pays, il y a des personnes noires. Euh, on peut se focaliser sur qui ne n'y prend pas part, mais il faut plutôt se focaliser sur l'histoire où les Noirs ont toujours été solidaires de tout ce qui se passait aux Noirs américains aux États-Unis. Et je pense à Margot Okoza, l'Alliance des femmes du tiers-monde. Il faut que je pense à Jolie Brown d'Ivoire, qui ont eu des actions critiques concernant le génocide en Palestine, ainsi que son mari qu'elle a convaincu de venir au Brésil pour mieux comprendre. Donc, il y a des gens qui ont une longue histoire, en fait, d'héritage. Et je pense qu'on devrait se focaliser sur ces personnes-là. Parce qu'à un moment, on va pas pouvoir changer les esprits des gens qui n'y croient pas. Donc, pour moi, on devrait se focaliser sur les personnes qui sont politiquement éduquées sur ce qui se passe. Et pour nous, pour les personnes parmi nous qui sommes en mesure donc de transformer les cœurs de ceux qui ne le sont pas, c'est important. Parce que les gens sont là et disent, oui, on paie les taxes et cet argent, on paie les taxes. Et cet argent est utilisé pour aller attaquer donc les communautés dans d'autres pays. Quand on prend, par exemple, on a une organisation, la leader d'une organisation féministe noire libanaise qui dit, par exemple, oui, nos fonds, notre argent est utilisé pour aller combattre nos communautés. Et donc, pour moi, on devrait se focaliser sur qui l'a fait avant et se connecter donc avec les gens qui travaillent dans ces pays-là pour le faire de sorte à ce que cela permette leur autonomisation et leur autodétermination. Est-ce que vous m'entendez? Je vais me focaliser sur le sujet de probation pour comprendre l'origine coloniale et comment ça augmente dans la centurie du 20e. Et aussi parce qu'à cause des politiques des États-Unis, on doit parler aussi des Nations Unies. D'abord, l'esclavage avant était le crime contre l'humanité parce que on voyait la Palestine ou aussi toute la violence qu'ils ont commis dans tout le monde parce que c'est important. On doit aussi parler comment cette politique de drogue ça revenu comme une pratique sanitaire qui est morale et aussi qui est pas bon pour nous. Et à la fin du journée, ça soutient la pratique
politique aussi raciale, ça enfonce cela et ça augmente ce problème. Parce que c'est lié ensemble et aussi la criminalisation des substances et aussi la criminalisation des groupes qui les consomment et qui les produisent aussi sont tout en lien ensemble. Donc, les États-Unis regardent la migration, la Mexique et le Colombie de la même manière. Donc, c'est important de mettre les terminologies qu'on utilise. Donc, tout ça, c'est lié avec la migration, les territoires, et aussi, ça faisait que les gens sont moralement stigmatisés parce que la criminalisation était toujours enforcée dans le support des États-Unis. Parce que tout ça, ça revient d'une mentalité coloniale et aussi qui nous regarde dans une manière d'un projet colonial. Donc, ça a toujours impacté la militarisation des territoires. Les noires personnes, on ne parle pas des problèmes des drogues, mais on parle des drogues parce que c'est lié avec le pouvoir colonialisme et le déplacement des communautés noires. Donc aussi, ça revient aussi avec la dispensation des personnes, des personnes, des petits productrices. Aussi, on doit regarder cela, on doit penser que ça donne les interventions internationales devenir aussi. Et aujourd'hui, ça soutient le capitalisme dans une manière radicale. Donc, toutes les bases militaires qui existent dans tous les pays sont soutenues par cette idée d'aide et aussi l'idée colonialistique de drogue. Donc, on voit que des politiques étrangères, mais on doit nommer cela parce que la drogue, cette stigmatisation des personnes qui consomment et qui produisent les drogues, ça fait que c'est possible au nord global pour définir c'est qui est en train de consommer et c'est qui est en train de produire. Donc, on doit que toutes les prisons sont en train de déterminer qui est en train de produire et qui est en train de consommer. Donc, ils sont en train de promouvoir les politiques de drogue. Donc, les États-Unis sont en train de promouvoir cette politique de drogue aussi avec les Nations Unies. Donc, on doit souligner cela parce que pour qui il justifie qui produit et qui ne peuvent pas produire. Et au sud aussi, on voit que dans les territoires, dans les prisons, avec aussi des morts, et cela, c'est en lien avec tout ce qui se passe avec ICE. Et ça fait avec les populations périphériques et aussi des territoires. En Colombie, on parle d'usage des drogues, des personnes qui sont en train d'utiliser pour le trafic des drogues, trafic de cocaïne et commercialisation. Donc, c'est important de souligner cela parce que dans cette situation en Colombie, je ne vais pas défendre ce territoire en termes de production, mais j'ai quelque chose à dire que même si tu es déjà situé en Colombie, tu as un dispositif de surveillance. Si tu pas hors de Colombie ou même en Colombie, c'est-à-dire que tu vas être questionné, demandé, et scrutinisé parce que tous les pays au nord, ils s'imposent les perspectives des politiques de drogue et ils stigmatisent cela et ils condamnent les gens qui utilisent les drogues. Ça se passe au Mexique, aussi au Colombie et aussi tout le sud. On doit parler aussi du Abya Yala parce que c'est important
on doit parler aussi des choses qui sont impactées par cela. On doit parler à propos de profilage, comment ce profilage, les résultats sur les personnes pauvres, les Noirs, et ces personnes noires pauvres sont marquées comme des gens qui sont des productrices ou des personnes qui consomment. Les institutions comme ICE, ils sont en train de délivrer le message qu'ils sont en contrôle et ils exercent le pouvoir. Donc, la réflexion, ça part au-delà de là. Je pense qu'on doit parler de la loi radicale des Noirs. On doit s'aimer. Donc, ça se trouve dans la manière comment on fait les organisations. On a beaucoup des organisations qui parlent des drogues. Donc, si on n'a pas cette conviction et ça reste pas clair que tout ça, c'est un exercice colonial et aussi que dans les institutions, par exemple aux États-Unis, on va pas comprendre comment ce pouvoir est soutenu par le colonialisme. Avant de demander des questions aux États-Unis, aux Nations Unies, on doit se demander pourquoi les Africains, les personnes noires sont condamnées et comment les organisations sont en train de promouvoir. Par exemple, Ayatollah est condamné, mais c'est les trucs qui sont condamnés par les pays développés. On a parlé de Buen Vivir. Buen Vivir ne touche pas juste nous, mais tout ce qu'on a, tout ce qui nous entoure. On doit parler de ICE et toutes les institutions parce qu'on pense qu'en Europe, ils sont en train de parler contre la génocide en Palestine, mais ils sont en train de faire d'autres dégâts. Donc, on doit savoir clairement qu'est-ce qui se passe dans le monde. Par exemple, Palenquis, Colombo, tous la loi radicale noire. Merci beaucoup, Jessica. On va laisser la parole à Nathalie et à Jessica de répondre à d'autres questions. Merci beaucoup, Jessica. Et après, on va finir. Donc, je voulais juste entendre d'autres choses que vous voulez dire à propos des questions qu'ils ont demandées. Oui, parfait, merci. Je vais plutôt intervenir sur la question de solidarité. Je pense que celle-là est extrêmement importante et comment ils peuvent soutenir certaines causes. Je pense que c'est ça que c'était la question en tout cas. Euh, j'ai eu une conversation en Australie dernièrement avec une militante du Bahamas et on s'interrogeait sur comment nous, au niveau de la Caraïbe, on peut rester en solidarité avec des causes comme ce qui se passe avec la Palestine, le Soudan ou encore d'autres régions qui sont en ce moment en crise. Et il y a quelque chose qui a été dit qui m'a beaucoup interpellée, que je pense qui est extrêmement important. Quand on pense soutenir quelque chose, c'est important de s'éduquer et de comprendre aussi les réalités, qu'elles soient sociales, politiques, qui entourent ces pays-là. Et je pense aussi que avant de prendre position comme militant, c'est important de comprendre ces réalités pour pouvoir agir. On ne peut pas non plus, en tant qu'allié, parler au nom d'eux sans nécessairement comprendre comment ces populations vivent ce type de crise-là. Je pense aussi que, c'est une position que je me retrouve souvent où j'entends ce que fait par exemple le gouvernement canadien et je m'interroge également sur comment on investit nos taxes et quelles sont les conséquences des politiques étrangères
ont sur certaines populations, par exemple, ou certaines régions. Donc, je pense que c'est important de continuer à créer des espaces de dialogue, de réflexion collective en tant que jeune militante politique pour essayer de co-construire d'autres horizons politiques, d'autres réalités qui fait du sens pour nous. Donc, continuez à vous organiser au niveau communautaire comme nous, on le fait, comprendre les réalités, mais aussi contribuer concrètement aux mouvements sociaux. Ça peut être du temps que vous donnez dans les organisations, ça peut être aussi des ressources que vous faites parvenir, que ce soit au Fonds féministe, aux organisations dédiées qui travaillent vraiment au devant de ces crises-là. Je pense que quand j'entends solidarité, quand je pense aux questions de solidarité, pour moi, c'est les quatre premières choses qui me viennent en tête. Merci, Brigitte. Merci, Sophia. Je vais vous donner 30 secondes pour nous donner juste les derniers mots et comme ça, on va finir. Merci beaucoup. D'abord, je me sens vraiment honorée à vous entendre tous parler et aussi, je pense que c'est important que j'ai que 20 secondes, mais je vais juste parler que les personnes au territoire Caraïbes, aux Amériques latines et toutes les personnes noires ont déjà des solutions. Donc, c'est important de savoir ça. C'est quoi nos références? Où est-ce qu'on met nos références quand on pense des solutions, des réponses? Quand on pense des personnes fondatrices, quelle région qu'on doit aider plus? Donc, on doit aller là-bas, on doit travailler avec eux parce que les communautés noires nous avaient déjà dit les choses et les solutions qui partent au-delà des États. Qu'est-ce qu'on fait avec les ennemis, par exemple, le trafic de drogue, ces ennemis qui sont en train de menacer nos corps et nos communautés, particulièrement dans le sud global. Donc, je vous rappelais aux Caraïbes, aux Haïtiens dans cette discussion parce que c'est des références importantes contre ces crises. Il nous dit que c'est important de aider, fonder des réponses globales. Donc, on doit mettre en évidence cette solution parce qu'ils sont bonnes dans la loi des Noirs et solutions qui viennent des jeunes dont les organisations que Nathalie nous avait dit. Ces choses, c'est très important, c'est que la solidarité internationale reste sur table. Et aussi, on doit se souvenir que pas toutes choses sont pas autour de l'argent, mais c'est au lien, aux communications, aux plateformes de pouvoir. Donc, je veux juste finir avec ça. Merci beaucoup, tout le monde. C'était une conversation intéressante et on vous remercie vraiment pour votre expertise et merci à tout le monde qui était là avec nous et je vais laisser à Maria dire les derniers mots. Merci, Rocher. Et tout le monde, est-ce qu'on peut donner de l'amour à Rocher, juste à tout le monde aussi qui a parlé aujourd'hui au webinaire. Merci beaucoup, Rocher. Est-ce que vous pouvez partager les réactions sur cette discussion qui était vraiment bien? Et on était en train de dire que Jessica a besoin d'un webinaire soi-même parce que elle est bien.
Donc, c'était une expérience vraiment bonne d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi, cette nuit. Merci beaucoup, Bréchet, d'avoir facilité ce débat. Merci à Jamie, Nathalie, Sophia pour avoir accepté ce débat. Je voulais remercier toutes les personnes interpréteurs. On a parlé d'aller au-delà des barrières géographiques et linguistiques, mais c'est possible à cause de toutes les traductions qu'on a ici, parce que c'est des femmes noires qui nous aident contre ces barrières linguistiques. Et merci tout le monde qui était là avec nous jusqu'à la fin et qui a engagé avec nous. Donc, je voudrais juste vous inviter quand cette webinaire finit pour voir aussi la prochaine session. Et peut-être on va la voir après 2 mois. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci.